Des chefs de l'armée de terre de 35 pays africains et de hauts responsables militaires américains se sont retrouvés à Dakar. Il s'agit d'une réunion de 4 jours sur la paix et la sécurité en Afrique. Le report des élections au Nigeria fait le bonheur des amoureux. Le scrutin repoussé au 28 mars permet aux Nigériens de profiter de l'une de leurs fêtes préférées, la Saint-Valentin. L'acteur français Roger Hanet, mort mercredi dernier à Paris, a été enterré vendredi à Alger à l'âge de 89 ans. « 14 février 2015, bonjour à tous et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition. Au Burkina Faso, une semaine après la grogne du régiment de sécurité présidentielle, le président burkinabé Michel Kafando a réagi. Louant le sens de responsabilité de tous les protagonistes, il affirme que la situation aurait pu déboucher sur des conséquences désastreuses pour son pays. Pour le président de la transition, cette crise aura révélé au monde le refus du peuple de se laisser caporaliser, de se laisser imposer un diktat par une fraction de l'armée. Michel Kafando dit attendre d'ici 3 mois un plan de réforme de la garde présidentielle. Des chefs de l'armée de terre de 35 pays africains et de hauts responsables militaires américains ont entamé en début de semaine à Dakar une réunion de 4 jours sur la paix et la sécurité en Afrique. 2 conditions préalables à la croissance économique et il était question des défis auxquels font face l'Afrique et les États-Unis, notamment la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et la sécurité maritime. Les images. La rencontre se tient sur fond d'inquiétude pour la stabilité du continent, avec les massacres de Boko ayant conduit au report des élections prévues le 14 février au Nigeria, les violences interethniques au Soudan du Sud et les séquelles de guerre civile en République centrafricaine. La rencontre est organisée par l'armée sénégalaise et le commandement des forces terrestres américaines pour l'Afrique, créé en 1955. Le but de la conférence était de réfléchir sur l'entraînement de la force face à des menaces qui j'ai déjà qualifiées de menaces asymétriques. Il ne s'agit pas de cibler un groupe quelconque, on les classe suivant la nature de la menace. Par conséquent, au niveau des dirigeants des armées de terre, nous avons eu à réfléchir sur des stratégies. La stratégie, elle est globale, elle n'est pas focalisée sur seulement un groupe. Si on parle de Boko Haram aujourd'hui, on peut parler des groupes qui sont au niveau du Nord Mali. Mais tout cet ensemble, qui ne sont pas des menaces comme celles qui sont traditionnelles, à savoir une guerre entre 2 pays, c'est des menaces asymétriques qui sont prises en compte effectivement dans la réflexion. Il ne s'agira pas de trouver tout ça la solution. Cette rencontre annonce également un renforcement de la coopération de défense entre les armées africaines et les États-Unis. Les États-Unis qui, on se rappelle, avaient déployé jusqu'à 3000 personnels militaires pour combattre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. En Afrique du Sud, l'ouverture de la session parlementaire a tourné au chaos hier jeudi, lorsque l'opposition de gauche a interrompu pendant 1 heure le discours sur l'état de la nation du président Jacob Zuma. Les opposants exigeaient du président sud-africain des explications sur le scandale de la rénovation de sa résidence privée aux frais du contribuable. Les députés des FFF, les combattants de la liberté économique menés par le tribun populiste Julius Malema, ont été les premiers à provoquer un désordre au sein de l'hémicycle sud-africain. Après avoir laissé parler le président Jacob Zuma quelques instants, les députés des FFF ont commencé à prendre la parole un à un pour demander au président de rembourser l'argent public dépensé pour la rénovation de sa résidence personnelle. Nous souhaitons juste que le président nous dise quand est-ce qu'il nous remboursera l'argent public qu'il a pris pour rénover sa résidence. Honorable Malema, je vais maintenant demander que vous quittiez l'Assemblée. La présidente du Parlement n'a pas hésité à ordonner au service d'ordre de les évacuer. I also order the security officers to please assist. Members of the
NCOP, take your seats. Take your seats. Peu après, ce sont les députés du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, qui ont quitté l'hémicycle en signe de protestation contre l'intrusion des forces de police dans le Parlement. Le président Jacob Zuma a finalement prononcé son discours avec plus d'une heure de retard devant les seuls députés de l'African National Congress, l'ANC. L'ensemble des incidents a été retransmis en direct par les chaînes de télévision. En République démocratique du Congo, la commission électorale a publié jeudi son calendrier électoral global. L'institution fixe la date de la présidentielle au 27 novembre 2016. Cependant, elle a averti que la tenue de ce scrutin était conditionnée par un certain nombre de contraintes dont la responsabilité incombe essentiellement au gouvernement. C'est désormais connu. La présidentielle en RDC se tiendra le 27 novembre 2016 au dire de la Commission électorale nationale indépendante. Selon la constitution congolaise, le chef de l'État Joseph Kabila n'a plus le droit de se présenter. Ce scrutin, comme annoncé par le rapporteur de la CENI, doit avoir lieu le même jour que les élections législatives. Le 27 novembre 2016, jour des scrutins combinés présidentiel et législatif, ouverture des bureaux de vote et de dépouillement, déroulement du vote et de dépouillement. Le 17 décembre 2016, publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le 20 décembre 2016, prestation de serment du président élu. Le calendrier électoral dévoilé porte sur l'organisation des élections locales et provinciales devant avoir lieu au scrutin direct en octobre 2015, ainsi que sur les sénatoriales devant avoir lieu au scrutin indirect en janvier 2016 jusqu'à la présidentielle. Cette publication est une réponse à la communauté internationale qui demandait depuis de longs mois cet échéancier pour décider du soutien financier qu'elle pourrait apporter au processus électoral congolais. Dans le cadre de la présidentielle et des législatives, la Commission a fait part d'un certain nombre de contraintes, dont l'exécution du plan de décaissement des fonds nécessaires à l'organisation des scrutins, la mise à jour du fichier électoral ou encore le vote et la promulgation du projet de loi portant répartition des sièges des députés sur le territoire national. Soulignant que l'opposition soupçonne le pouvoir de vouloir gagner du temps pour asseoir une stratégie pouvant lui permettre de retarder la présidentielle et de rester au pouvoir au-delà du terme de son mandat. Joseph Kabila, président depuis 2011, a promulgué jeudi dernier la nouvelle loi électorale. Rappelons que l'examen de cette loi au Parlement en janvier avait entraîné de graves troubles dans la capitale et dans plusieurs villes de province. Il aimait l'Algérie et réciproquement, une cinquantaine d'amis d'enfance de Navarro de son vrai nom Roger Hanet ont applaudi lorsque le cercueil de l'acteur français est arrivé au cimetière d'Alger. L'homme y repose désormais. Roger Hanet, plus connu sous le nom de Navarro, reçoit les derniers hommages de ses proches dans l'intimité familiale. Conformément aux dernières volontés de l'acteur français, il repose désormais au cimetière juif de Bologhine à Alger, cette ville qu'il a vu naître en 1925. L'Algérie lui tenait à cœur, hein, vous savez, il était tellement proche de cette terre, de ce peuple. Et cette dernière volonté ne doit pas vous étonner, c'est un fils d'Algérie qui est revenu. Était présent à ses funérailles la ministre algérienne de la Culture, le rabbin représentant du consistoire et d'autres membres de la communauté israélite. Dehors, derrière les portes du cimetière dont les autorités avaient condamné l'entrée pour éviter tout débordement, une centaine d'Algérois venus rendre un dernier hommage au fils du quartier a dû suivre la cérémonie à distance après avoir applaudi avec émotion l'entrée du cercueil arrivé peu avant en avion de Paris. Roger Hanet repose désormais aux côtés de son père Joseph Lévy, dont les ossements ont été enterrés avec lui.
Les habitants de la ville la plus peuplée d'Afrique, le Nigeria, pensaient être privés cette année d'une de leurs fêtes préférées, la Saint-Valentin. Ceci à cause d'une restriction de déplacement imposée pendant les élections législatives et présidentielles, initialement prévues pour le 14 février. Le report des élections au 28 mars ramène le sourire des amoureux. Au Nigeria, la Saint-Valentin est une fête énorme, plus importante que la Noël et le Nouvel An. Les gens achètent des cadeaux, des ballons, ils s'habillent en rouge, c'est le summum du kitsch. Le report du scrutin présidentiel au 28 mars, annoncé le week-end dernier à cause des violences du groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du pays, a mis la classe politique en émoi, provoquant des réactions indignées de l'opposition qui accuse le pouvoir de vouloir gagner du temps pour relancer sa campagne en perte de vitesse. À Lagos, le poumon économique du pays, à près de 1500 km du sud-ouest de la zone où sévit Boko Haram, en parle peu des violences islamistes. Les restaurateurs se frottent les mains de voir la fête la plus lucrative de l'année réhabilitée. Plus de gens célèbrent la Saint-Valentin parce qu'ils ont reporté la date des élections. Jusqu'à ce jour, personne ne venait pour réserver des fleurs, mais je suis très heureuse que maintenant les gens viennent pour acheter des fleurs. Dès l'annonce le 7 février du report des élections, des restaurateurs de Lagos ainsi que des fleuristes sont donc partis à l'affût des clients, vantant à coups de prospectus glamour des menus alléchants, un décor tamisé et des compositions de roses hors pair. Because of the postponement of the election, I could not do some other things, but notwithstanding. À cause de la campagne électorale, je ne pouvais pas faire d'autre chose. Mais le report des élections a été annoncé il y a une semaine et certainement je peux encore faire quelque chose. Je vais réfléchir à ce que l'on va faire. En cette année d'élection, cependant, les annonces romantiques qui envahissent généralement les ondes des radios ont été délaissées au profit des slogans politiques et sur les murs des rues de la mégalopole, les centaines de milliers d'affiches de campagne collées les unes sur les autres n'ont pas laissé de place pour les publicités rose bonbon. À 2 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde en Australie et Nouvelle-Zélande, gros plan sur la pratique de ce sport en France. Le cricket ne rassemble que 1400 licenciés dans l'Hexagone pour la très grande majorité des immigrés et expatriés issus des pays du Commonwealth. Principal défi pour la Fédération française de cricket, attirer aussi des jeunes nés en France sans culture cricket. Dans un atelier de prêt-à-porter du Sentier à Paris. Pierre, GPS. Emballer les cartons, installer les mannequins, Wassim est un préparateur de commandes comme les autres. À un détail près, le mur est couvert de photos à sa gloire en tenue d'un sport quasi inconnu en France, le cricket. Il est arrivé du Pakistan il y a 14 ans et au début pour lui, la France, c'est la douche froide. Au départ, vraiment, je suis honnête, ni je sais parler français, les gens ils parlent pas en anglais. Donc il y avait tout, ni je peux jouer cricket, donc tout était à plat pour moi. Mais depuis, il a fait du chemin et déclare son amour à l'Hexagone, dont il porte le maillot national. Faute de terrain de cricket homologué, cette équipe de France un peu particulière se retrouve le week-end dans un gymnase de handball pour s'entraîner. Objectif de cette année, un tournoi de qualification européen pour pouvoir gravir un échelon et se frotter à des équipes asiatiques. Mais pour le moment, le cricket est un sport hyper confidentiel en France, seulement 1400 licenciés et surtout, l'équipe nationale est uniquement composée d'amateurs, mais peu importe. Ça ne veut pas dire grand-chose qu'on signe des autographes ou pas, c'est pas le plus important, quoi. Le plus important, c'est qu'on s'amuse, qu'on passe des bons moments, qu'on représente un pays à l'étranger, qu'on est ambassadeur de la France dans d'autres pays. C'est les valeurs que ramène le cricket, c'est ça le plus important que les autographes. Malgré le coq sur le maillot, tous les joueurs de l'équipe n'ont pas la nationalité française. Et ceux qui l'ont ont des parents venus d'Inde, du Sri Lanka, d'Australie ou du Pakistan. Pour se diversifier, la fédération veut attirer les enfants dès l'école et élargir son recrutement. Et pour cela, le cricket a de vrais atouts. Déjà, la première chose, quand ils ont envoyé les protections, le casque et les gants qu'ils utilisent, les battes, ça les attire. Ils viennent. En plus, dans le cricket, on est en train de mettre en place le format street cricket. Ça veut dire cricket dans la rue. Ça veut dire lancer, taper et courir. Donc ça, c'est un truc qui attire les gamins. Les gamins, quand tout ce qu'ils veulent, c'est taper, courir, tout ça.
Une opération qui porte ses fruits puisque 35 départements français proposent désormais le cricket en sport à l'école primaire. Mais la batte est encore loin de détrôner le ballon rond dans le cœur des petits Français. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de journée. Au revoir.